faire dans certains pays africains? Quelle est la réalité un petit peu de la vocation de devenir footballeur professionnel en Europe pour ces joueurs africains? En fait, moi j'ai travaillé donc sur les migrations de joueurs. Je vous renvoie au livre qui est un livre de vulgarisation assez large et aussi aux travaux de Raphaël Epoli, qui est un chercheur suisse qui a beaucoup travaillé sur les réseaux de migration. En fait, l'objectif moi de mes travaux, c'était d'essayer de sortir du débat qu'on a souvent entre d'un côté les mauvaises pratiques, qui serait vraiment un débat qui est assez manichéen, hein, parce qu'on aurait les mauvaises pratiques d'un côté avec des histoires qui sont malheureusement tragiques et qu'on connaît assez bien, et de l'autre côté on aurait des exemples de réussite qui seraient les carrières de Didier Drogba, et encore on pourrait tempérer ces exemples-là. L'idée c'était plutôt de replacer les transferts dans un système plus global et d'étudier les positions respectives des différents pays par rapport, et des différents championnats par rapport à ce système-là, avec une position qui est quand même relativement asymétrique entre les pays africains et les pays européens, qui est une position qu'on retrouve dans le système économique plus global, et où la France joue un rôle de plateforme. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand vous disiez que les joueurs africains finalement faisaient qu'une pige en France, dans ce système-là, ça se comprend assez bien, parce que la France va jouer pas le rôle du découvreur de talent, parce qu'on en est assez loin, et je vais expliquer après pourquoi, mais le rôle où en fait, on va dire, des joueurs vont arriver et vont ou non exploser ou non partir dans d'autres pays. Et en fait, et ça s'explique principalement par les relations qu'entretient la France avec ses ex-colonies, aussi bien économiquement que juridiquement, où il y a des liens assez forts qui se créent, même culturellement d'ailleurs. Nous, ce qu'on a essayé de comprendre dans le livre, et ce que j'ai essayé de comprendre dans mes travaux, c'était d'essayer de comprendre les modes de régulation économique et les modes de régulation sociaux qui permettent ça, à partir notamment du rôle de la FIFA. Tout à l'heure, on a esquissé un peu ce rôle, cette régulation, en disant il va falloir rémunérer la formation des joueurs. En fait, l'idée, c'était, en étudiant ça, c'est de comprendre comment, en mettant en place cette régulation-là, la FIFA finalement s'est tiré un petit peu une balle dans le pied, parce qu'elle a mis des normes qui étaient presque tellement aberrantes par rapport à la situation du foot aujourd'hui, que finalement les clubs effectivement n'ont absolument aucune envie de rémunérer des clubs africains, et vont essayer de faire se développer un secteur informel, alors soit en allant prendre des joueurs qui ne sont pas licenciés dans des clubs affiliés FIFA, parce qu'il y a cette question-là qui rentre en cause dans la loi, soit tout simplement en allant développer, comme l'Ajax d'Amsterdam, des sortes de filiales dans les pays africains. On a essayé aussi de voir les régulations sociales qui expliquent ça. Alors ça passe par les régimes de justification, où le foot serait une sorte d'entrepreneur de morale, on le voit beaucoup dans les projets de développement, mais aussi essayer de comprendre pourquoi et quel est l'intérêt et des fédérations africaines et des États africains, mais aussi des joueurs africains, de partir, de vouloir partir. Et ça, ce qu'on essayait de montrer, c'est en travaillant autour du fait que le football aujourd'hui, de la manière dont il est diffusé en France et en Afrique, mais aussi dans la majorité des pays, c'est un football dont la norme va être un football professionnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de considérer que le foot, c'est une norme qui est plastique, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Il y a 50 ans, par exemple, on pourrait considérer, dans une certaine mesure, que le football, il avait comme norme plutôt la pratique amateur, et qu'aujourd'hui la norme serait plutôt la pratique professionnelle, et que cette diffusion-là de cette norme footballistique faisait que quand vous êtes un jeune africain, comme quand vous êtes un jeune européen, quand vous jouez, vous allez réagir par mimétisme avec les joueurs européens. Ça, c'est quelque chose qui avait été montré assez bien par l'association Foot Solidaire sur la question du spot de Puma pour la Coupe du Monde 2006, où on voyait une espèce de mythe du joueur africain qui diffusait une image très très forte. Et quand on dit, comme tout à l'heure, qu'aujourd'hui les championnats européens sont plus regardés que les championnats locaux, ça participe aussi à cette diffusion d'un modèle de footballeur qui est le modèle du professionnel. Alors ça, c'est important à comprendre, parce que ça explique notamment pourquoi des actions qui cherchent à utiliser le football justement comme levier à un changement, à un développement. Je pense notamment par exemple à l'Institut Diembar, qui veut utiliser le football comme levier d'éducation. En fait,
parce qu'il utilise un football qui est fortement codifié par cette pratique professionnelle-là, lui aussi il a du mal à lutter un petit peu contre les effets, on pourrait dire pervers de la norme footballistique, et finalement, sans vraiment le vouloir, il contribue à la diffusion d'une norme sportive qui soit une norme professionnelle. Alors pour revenir sur la réalité un peu plus globale des transferts, ce qui est intéressant, c'est que la question des transferts, elle recoupe aujourd'hui très très largement la question du football, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui le transfert c'est plus comme on pourrait l'imaginer, et je ne sais même pas si ça l'a vraiment été il y a plusieurs années, un apport sportif dans un club. On achète un joueur et on revend un joueur principalement pour des raisons économiques, tout simplement parce que dans le budget d'un club qui a besoin de plus en plus de ressources pour avoir une chance, pas forcément de gagner, mais de subsister dans une compétition qui est de plus en plus forte financièrement parlant, on a besoin d'acheter des joueurs le moins cher possible et besoin de les revendre le plus cher possible. Et dans ces cas-là, comme toute bonne entreprise qui cherche à rationaliser un peu sa production, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est un peu le cas, on délocalise, et quand on délocalise la production, là pour le coup on va dans les pays africains. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi d'essayer de comprendre comment la question des transferts recoupe très largement la question du football, et qu'on ne peut pas essayer de traiter cette question des transferts sans traiter la question du football, et ce qu'on va appeler parfois la financiarisation du football, et ce qui serait plus largement, si on voulait le remettre sur un plan économique et surtout sur un plan politique, la normalisation du football à ce qu'on appelle l'économie néolibérale, c'est-à-dire des modes de régulation spécifiques, juridiques, encadrés par la loi, qui vont mettre en place, en définitive, un régime de marché. Pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, et sur notamment la spécificité du football égyptien, l'une des spécificités aujourd'hui de ce football, c'est notamment justement d'avoir effectivement réussi à avoir des clubs suffisamment forts économiquement pour garder ses joueurs. Et aujourd'hui, quand on regarde les trajectoires de joueurs, et les recherches de Raphaël Poli le montrent assez bien en montrant les réseaux de transfert de joueurs, l'Égypte est une des plateformes, la France en est une, l'Égypte en est une autre, et quelques autres pays asiatiques en sont, parce qu'ils ont réussi à être des sortes de championnats pivots entre le championnat local, c'est-à-dire en gardant des joueurs locaux avec une masse financière suffisante, mais cette masse financière, il faut bien l'acquérir quelque part, et ce quelque part, ça se fait principalement sur les transferts des autres pays africains, des autres joueurs africains. Pour faire, je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour essayer de comprendre cette question de l'évolution des transferts, pour vraiment finir, à comprendre l'évolution historique. Et il y a un accroissement qui est quand même assez fort de la présence de joueurs africains dans les pays étrangers. Je pense qu'il est faux de dire que c'est depuis l'ouverture des marchés, des championnats européens à un plus grand nombre de joueurs extra-communautaires. Pour moi, c'est vraiment qu'une péripétie de l'histoire, dans la mesure où en fait cette ouverture-là commence plusieurs années avant, à partir à peu près des années 80. Il y a plusieurs lois qui expliquent cela. Il y en a une notamment de la Confédération africaine de football qui va à un moment, sous certaines pressions politiques, mais aussi parce que les fédérations changent de volonté politique, c'est-à-dire que pendant longtemps les fédérations africaines sont dans un régime où ils cherchent à développer en interne le football, et il y a un moment où ils vont partir dans ce que Paul Gitschi appelait une politique d'extraversion, c'est-à-dire de développer pour l'extérieur. Et donc là, la CAF va décider que les joueurs qui jouent dans les championnats étrangers pourront quand même se faire sélectionner par leur équipe nationale, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, c'est vraiment la première rupture juridique avec la période précédente, et au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de ruptures, et ça va de façon croissante aussi avec la financiarisation des recettes sportives. Et aujourd'hui, quand on regarde la répartition d'un budget d'un club, on constate une chose, c'est que les transferts font partie des plus grosses recettes par rapport à l'ensemble des recettes. Donc voilà, il y a très peu de clubs qui peuvent acheter des joueurs pour uniquement leur apport sportif ou leur apport en termes de marketing. Il n'y a vraiment que les très très grands. Et les autres, ils sont obligés de négocier des stratégies un peu différenciées, c'est-à-dire d'en avoir quelques-uns qui vont jouer sur l'image, quelques-uns sur le côté sportif, et aussi quelques-uns où on va espérer une forte plus-value à la revente. Je pense que le cas typique, c'est le cas de Michael Essien, qui est passé des 600 000 euros de Bastia à Accra aux 37 millions de Lyon à Chelsea. Vous comprenez bien dans ce cadre-là que les clubs, ils ont tout intérêt à participer à ça, et que c'est logique presque, puisqu'on les y pousse, qu'ils le fassent. Je passerai